Le cimetière était silencieux, troublé uniquement par le bruit des chaussures de ville sur l'herbe humide. Les funérailles de mon beau-père avaient attiré environ 200 personnes, associés, employés, membres de la famille, tous vêtus de noir, tous l'air sombre. Je me tenais à côté de ma femme pendant la cérémonie, regardant le cercueil descendre en terre. Henri Delacroix avait bâti son entreprise manufacturière à partir de rien. Il avait commencé dans un petit atelier il y a 30 ans et l'avait transformé en une opération de 40 millions d'euros. C'était un homme dur, exigeant, mais juste. Il traitait bien ses ouvriers, payait des salaires compétitifs, le genre de patron que les gens respectaient vraiment. Il me traitait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il m'avait fait entrer dans l'entreprise il y a 7 ans en tant que directeur de production. Il m'avait tout appris du métier. Nous déjeunions ensemble tous les mardis, dans un petit bistrot parisien, juste tous les deux, à parler stratégie et opération. Il me demandait mon avis sur les décisions, faisait confiance à mon jugement. Ma femme, Sophie, ne semblait jamais remarquer à quel point nous étions proches. Elle travaillait aussi dans l'entreprise, s'occupant des relations clients. Elle était douée pour le relationnel, pour conclure des contrats, mais elle ne s'intéressait jamais au côté opérationnel. Elle ne voulait jamais rien savoir de la fabrication, de la logistique ou de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ça l'ennuyait. 4 jours après avoir enterré Henri, j'ai reçu un email. Objet, réunion obligatoire, envoyé depuis la nouvelle adresse email de ma femme. Elle avait été nommée PDG par le conseil d'administration la veille. J'étais heureux pour elle, fier même. L'héritage de son père était entre de bonnes mains. L'email était froid, professionnel. Merci de te présenter au bureau exécutif à 14 h aujourd'hui. Apporte ton badge d'accès et ton ordinateur portable professionnel. Je suis arrivé à 13h55. Son nouvel assistant, un jeune homme que je n'avais jamais vu auparavant, m'a dit d'attendre. Je suis resté assis à l'accueil pendant 20 minutes. Finalement, on m'a fait entrer. Ma femme était assise derrière le bureau massif en chêne d'Henri. Elle avait déjà refait la décoration. De nouveaux rideaux, des œuvres d'art différentes au mur. La photo d'Henri avec son premier employé avait disparu, remplacée par une peinture abstraite. « Assieds-toi », dit-elle sans lever les yeux de son ordinateur. Je me suis assis et j'ai attendu. Elle a fermé son ordinateur portable et m'a regardé comme si j'étais un étranger postulant pour un emploi. Je restructure l'équipe de direction. Ton poste est supprimé. Avec effet immédiat. Je l'ai juste fixé. Quoi ? Tu recevras une indemnité de départ de 2 semaines. C'est plus que généreux compte tenu de tes problèmes de performance. Problèmes de performance ? De quoi parles-tu ? Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. Voici ta lettre de licenciement. Signe-la. La sécurité t'escortera vers la sortie. Tu me vires 4 jours après les funérailles de ton père ? C'est une décision d'affaires. Rien de personnel. Signe le document. J'ai pris le dossier. Je l'ai lu. Un langage d'entreprise générique sur la restructuration et la suppression de postes redondants. Rien de précis, rien de contestable. Je ne signerai pas ça, ai-je dit. Elle a appuyé sur un bouton de son téléphone de bureau. Sécurité, merci de venir au bureau exécutif. 2 vigiles sont apparus en 30 secondes. Trop rapide. Ils attendaient dehors. Monsieur Mercier, veuillez récupérer vos affaires et quitter les lieux, a dit l'un d'eux. Je me suis levé lentement, j'ai regardé ma femme. Elle était déjà retournée sur son ordinateur. Elle n'a même pas reconnu mon départ. Ils m'ont accompagné jusqu'à mon bureau. Ils m'ont regardé emballer mes effets personnels dans un carton. Des photos, ma tasse à café, quelques livres. 7 ans dans ce bâtiment, parti en 15 minutes. Les gardes m'ont escorté à travers l'étage principal. Je suis passé devant des employés qui travaillaient avec moi depuis des années. Les gens détournaient le regard, gênés, confus. J'ai gardé la tête haute, je n'ai rien dit. Ils m'ont accompagné jusqu'à ma voiture, se sont assurés que je quittais le parking. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ma femme m'avait viré sans explication, sans avertissement. Elle m'avait traité comme un employé problématique qu'il fallait éliminer rapidement et discrètement. Je me suis garé dans notre allée, je suis resté assis dans la voiture un moment. Puis je me suis souvenu de quelque chose. 2 ans auparavant, Henri m'avait appelé dans son bureau,
avait fermé la porte et m'avait tendu une grande enveloppe Kraft. Mais ça en lieu sûr, avait-il dit. Ne l'ouvre pas à moins qu'il ne m'arrive quelque chose ou si tu as besoin de protection. Tu sauras quand le moment sera venu. Je lui avais demandé ce que c'était. Il avait juste souri. Une assurance pour nous deux. J'avais mis cette enveloppe dans mon bureau à la maison, dans le tiroir du bas de mon classeur, derrière les déclarations d'impôts et les vieux papiers. Je n'y avais plus jamais pensé jusqu'à maintenant. Je suis sorti de la voiture, je suis allé directement à mon bureau, j'ai trouvé l'enveloppe exactement là où je l'avais laissée. Épaisse, lourde. L'écriture d'Henri sur le devant, pour Thomas Mercier. À ouvrir en cas de nécessité. Je me suis assis à mon bureau, tenant l'enveloppe. Une partie de moi voulait la déchirer immédiatement. Une autre partie hésitait. Une fois ouverte, ce qu'il y avait à l'intérieur changerait les choses. J'ai pensé à Henri, à nos déjeuners du mardi. La façon dont il me regardait quand on discutait de l'entreprise, comme s'il évaluait quelque chose, préparait quelque chose. Protection et garantie, avait-il dit une fois, environ 6 mois avant sa mort. Nous parlions de la planification de la succession. Il avait semblé distrait ce jour-là. Pensif. Tu as besoin de protection et de garantie dans ce monde. On ne peut plus compter sur la loyauté, pas même celle de la famille. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 éléments. Une pile de documents juridiques, une clé USB et une lettre manuscrite sur le papier à en-tête personnel d'Henri. J'ai commencé par la lettre. Thomas, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là où que les choses ont mal tourné. Probablement les deux. J'ai besoin que tu comprennes ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Il y a 7 ans, quand tu as épousé ma fille, j'ai vu du potentiel. Pas seulement en toi en tant que personne, mais en toi en tant que leader. Quelqu'un qui comprenait l'entreprise, qui se souciait des gens, pas seulement des profits. Quelqu'un qui me rappelait moi-même il y a 30 ans. Ma fille est brillante dans la vente, charismatique. Elle peut conclure n'importe quel marché, mais elle ne comprend pas les opérations. Elle ne se soucie pas de construire des choses qui durent. Elle veut des résultats maintenant, de l'argent maintenant, un statut maintenant. Je l'ai observé toute ma vie. Je l'aime, mais je ne lui fais pas confiance avec mon héritage. J'ai donc créé une sécurité, une structure de partenariat silencieux qui te donne une participation majoritaire dans Delacroix Industries. 65% de la propriété via une société holding privée. Tout est légal, tout est documenté, tout est vérifié par les meilleurs avocats d'affaires que l'argent puisse payer. Le conseil d'administration ne sait pas. Ma fille ne sait pas. La structure a été conçue pour s'activer à ma mort ou à ta demande pour la formaliser. Tu as toute autorité pour révéler cette propriété à tout moment. J'ai fait cela parce que je crois que tu protégeras ce que j'ai construit. Tu prendras soin des employés. Tu maintiendras les standards. Tu feras ce qui est juste, pas ce qui est rentable à court terme. Utilise cela sagement. Utilise-le quand tu en auras besoin et sache que je compte sur toi. Henri. J'ai lu la lettre 3 fois. Ensuite, j'ai ouvert les documents juridiques, accords de partenariat, dépôt d'entreprise, certificat d'action, documents de transfert, tout signé, notarié, daté. La société holding s'appelait le Mercier Strategy Holding, créée il y a 5 ans. Henri l'avait financée initialement, puis m'avait transféré la majorité des parts par une série de transactions légitimes déguisées en honoraires de consultation et primes de performance. La clé USB contenait des copies numériques de tout, plus des dossiers financiers cryptés montrant la trace complète des opérations. Rien de douteux, rien qui ne puisse être contesté devant un tribunal. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma femme. Tu dois quitter la maison d'ici la fin de la semaine. C'est une propriété de l'entreprise. J'ai fixé le message. La maison n'était pas une propriété de l'entreprise. Je l'avais héritée de ma mère il y a 3 ans. Sophie le savait. Elle me testait, voir si je plierais. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé l'avocat mentionné dans les documents d'Henri. Un avocat nommé Maître Antoine Lévy, d'un cabinet du 8e arrondissement dont je n'avais jamais entendu parler. Monsieur Mercier, a-t-il répondu à la 2e sonnerie. J'attendais votre appel. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Henri était un homme bien. Vous saviez qu'il était mort? Je surveille la situation. Henri a laissé des instructions précises. Quand êtes-vous disponible pour nous rencontrer?
Aujourd'hui. Maintenant. Venez à mon cabinet. Je vais libérer mon emploi du temps. Le bureau de Maître Lévy était dans un immeuble haussmannien près du palais de justice. Une petite structure. Juste lui et quelques assistants juridiques. Il avait peut-être 60 ans. Cheveux gris, costume coûteux, regard perçant derrière des lunettes à monture métallique. Il a offert du café. J'ai refusé. Nous nous sommes assis dans sa salle de conférence. Que savez-vous de votre position de propriétaire, a-t-il demandé. Juste ce qu'il y avait dans l'enveloppe. J'ai besoin que vous me disiez si c'est légitime. Lévy a souri. C'est absolument légitime. J'ai structuré cela moi-même il y a 5 ans. Henri était très précis sur ses inquiétudes. Il voulait une protection pour l'entreprise et pour vous. Cet arrangement accomplit les deux. Donc, je possède réellement 65% de Delacroix Industries via Mercier Strategy Holding. Oui, vous êtes le propriétaire et l'opérateur unique de cette entité, ce qui fait de vous l'actionnaire majoritaire de Delacroix Industries. Vous avez le contrôle total. Vous pouvez convoquer des réunions d'urgence du conseil. Vous pouvez renvoyer des dirigeants. Vous pouvez prendre toute décision opérationnelle que vous souhaitez. Je me suis adossé, assimilant l'information. Pourquoi Henri n'a-t-il pas simplement mis cela dans son testament? Parce que les testaments sont publics. Ils peuvent être contestés. Les membres de la famille peuvent s'y opposer. De cette façon, votre propriété a été établie il y a des années par des transactions commerciales légitimes. C'est inattaquable. Votre femme ne peut pas prétendre que c'était une décision de lit de mort. Elle ne peut pas arguer d'une capacité diminuée. Elle ne peut pas contester cela au tribunal des successions. Elle ne sait rien de tout cela. Correct. Henri a spécifiquement demandé que l'arrangement reste confidentiel à moins que et jusqu'à ce que vous choisissiez de l'activer. S'est-il passé quelque chose qui vous donne envie de formaliser votre position? Je lui ai parlé du licenciement, de la façon dont elle m'avait traité, du SMS concernant la maison. Lévy prenait des notes, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Elle fait une erreur, a-t-il dit. Une erreur catastrophique. Elle pense avoir le pouvoir. Elle ne l'a pas. C'est vous qui l'avez. La question est de savoir ce que vous voulez en faire. Quelles sont mes options? Vous pouvez révéler votre propriété immédiatement. Assumer le contrôle. La révoquer en tant que PDG. Ou vous pouvez attendre. Observer ce qu'elle fait. Monter un dossier. Puis faire votre mouvement quand ce sera le plus stratégique. J'ai pensé à Henri. La façon dont il opérait. Patient. Calculateur. Il n'agissait jamais impulsivement. Je veux attendre, ai-je dit. Laissons-la montrer son jeu. Je documente tout ce qu'elle fait. Ensuite, quand je bougerai, ce sera décisif. Lévy a hoché la tête. Intelligent. Je recommanderais que nous programmions une réunion d'urgence du conseil d'administration pour la semaine prochaine. Lundi matin 9h. Cela nous donne le temps de nous préparer correctement et lui donne assez de cordes pour se pendre elle-même. On peut faire ça? Appelez simplement une réunion du conseil. En tant qu'actionnaire majoritaire, vous pouvez en convoquer une quand vous voulez. J'enverrai des convocations officielles à tous les membres du conseil demain. Ils sont tenus d'y assister. Elle va perdre la tête quand elle recevra cet avis. Oui, a dit Lévy, ce qui est la raison pour laquelle nous allons rendre cela très officiel, très légal, impossible à ignorer ou à rejeter. Ça va être intéressant, monsieur Mercier. J'ai quitté le bureau de Lévy avec une sensation étrange. 4 heures plus tôt, j'étais au chômage, expulsé de l'entreprise que j'avais aidé à construire. Maintenant, je la possédais, je la contrôlais, j'avais le pouvoir de défaire tout ce que ma femme venait de faire. J'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis assis dans mon allée à nouveau, j'ai regardé la maison. Ma maison, celle que ma mère m'avait laissée, celle que ma femme exigeait que je quitte. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS d'elle. Tu m'as entendu? Tu dois partir. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai tapé un seul mot en réponse, non. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis se sont arrêtés. Aucune réponse n'est venue. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis avec les documents d'Henri et j'ai commencé à tout lire attentivement.
Chaque clause, chaque disposition, chaque protection qu'il avait intégrée. Il avait pensé à tout. Plan de succession, droit de vote, autorité opérationnelle, même des dispositions pour ce qui se passerait si je mourais ou devenais incapable. Henri m'avait donné les clés de son royaume. Maintenant, je devais juste décider exactement quand les utiliser. Au cours de la semaine suivante, j'ai observé à distance. D'anciens collègues me tenaient au courant. Des gens qui avaient travaillé avec moi pendant des années, des gens qui étaient confus et en colère à propos de mon départ soudain. Angélique de la comptabilité m'a appelé mardi soir. « Thomas, qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne comprend pourquoi tu es parti. Demande à la nouvelle PDG. » On l'a fait. Elle a dit que c'était lié à la performance. C'est n'importe quoi. Tout le monde sait que tu as fait tourner la production sans accroc pendant des années. Quoi d'autre fait-elle ? Angélique a beaucoup hésité. Elle a viré 3 chefs de département hier. Elle a fait venir ses propres gens. Aucun d'eux ne connaît la fabrication. Elle a engagé un consultant nommé Candan qui la suit partout en prenant des notes. Un jeune type, costume cher, roule en Porsche. Consultant pourquoi ? Optimisation des affaires soi-disant, mais il ne parle à personne sur le terrain. Il a juste des réunions privées avec elle. Ils sont toujours derrière des portes closes. J'ai remercié Angélique et raccroché, pris des notes, continué à monter mon dossier. Mercredi, Elias des opérations m'a envoyé un texto. Mec, elle dépense de l'argent comme une folle. Elle a fait rénover tout l'étage exécutif. Nouveaux meubles, nouvelle moquette, tout neuf. Ça a dû coûter 200 000 €. Et elle s'est acheté un Range Rover, l'a mis sur le leasing de l'entreprise. Jeudi, Mélissa des RH a appelé bouleversée, presque en pleurs. Elle m'oblige à traiter des licenciements pour des gens qui sont ici depuis 15 ans. Des gens bien, loyaux, et elle embauche des remplaçants à moitié prix. Ce n'est pas ce qu'Henri aurait voulu. Documente tout, lui ai-je dit. Garde des copies de tous les papiers de licenciement, toutes les décisions d'embauche, tout. Pourquoi ? Tu prépares quelque chose ? Fais-le simplement, Mélissa. Fais-moi confiance. Vendredi après-midi, ma femme s'est présentée à la maison. N'a pas frappé. A utilisé sa clé. Est entrée directement comme si elle possédait les lieux. J'étais assis dans le salon en train de lire d'autres documents d'Henri. Tu es toujours là, a-t-elle dit, en colère, impatiente. J'habite ici. Plus maintenant. Je t'ai dit de partir. J'ai levé les yeux de mes papiers. Cette maison appartenait à ma mère. Elle me l'a laissée. Tu n'as aucun droit dessus. Tu sais que tout ce que tu as est grâce à mon père. Ce mariage, ton travail, tout ça. Perspective intéressante. Elle s'est approchée, s'est tenue au-dessus de moi. Signe l'accord de séparation. Déménage. Rends les choses faciles ou quoi ? Ou je rendrai ta vie très difficile. J'ai des avocats, des ressources. Tu n'as rien. J'ai souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'ironie était trop parfaite. Qu'est-ce qui est drôle, a-t-elle exigé. Rien. Je pensais juste à quelque chose que ton père m'a dit un jour. Quoi ? Il a dit, ne sous-estime jamais les gens. Même quand tu penses avoir tout le pouvoir, surtout à ce moment-là. Elle m'a fixé, essayant de lire mon expression. Tu es pathétique assis ici dans cette maison, t'accrochant au passé. Mon père avait pitié de toi. C'est la seule raison pour laquelle il t'a gardé. C'est ce que tu penses. C'est ce que je sais. Il m'a dit que tu étais compétent, mais limité. Bon pour prendre des ordres, mauvais pour prendre des décisions. C'est pourquoi il ne t'a jamais promu plus haut. J'ai hoché la tête lentement. Intéressant. Que t'a-t-il dit d'autre ? Que l'entreprise avait besoin d'un leadership frais. De vision. Quelqu'un prêt à faire des mouvements audacieux. Il me préparait à prendre la relève depuis des années. Vraiment ? Parce que lui et moi déjeunions tous les mardis depuis 7 ans. Il n'a jamais mentionné ça. Son visage a rougi. Ces déjeuners concernaient les opérations, les détails quotidiens. Il me parlait de stratégie, de la vue d'ensemble. D'accord. Ne me prends pas de haut. Je suis PDG maintenant. Je suis aux commandes et tu n'es rien. Je suis retourné à la lecture de mes documents,
je n'ai pas répondu. Je veux que tu sois parti dimanche, a-t-elle dit. Si tu es toujours là lundi, je change les serrures. Tu ne peux pas changer les serrures d'une maison que tu ne possèdes pas. C'est illégal. Regarde-moi faire. Elle est partie, a claqué la porte, les pneus crissant alors qu'elle sortait de l'allée. J'ai envoyé un SMS à Lévi. Elle vient de menacer de changer les serrures de ma maison. Peut-on avancer la réunion du conseil? Il m'a rappelé immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué la confrontation. Lundi fonctionne toujours mieux, a dit Lévi. Ça nous donne le week-end pour tout finaliser. Ça lui donne aussi plus de temps pour faire des erreurs. A-t-elle fait quelque chose de particulièrement flagrant? Virer 3 chefs de département. Dépenses massives en rénovation. Voiture de société pour elle-même. Embauche d'un consultant qui semble inutile. Bien. Laissez-la continuer. Le conseil verra un schéma. Ça rend notre dossier plus fort. Samedi matin, j'ai reçu un appel de Justine, l'un des superviseurs de production. Thomas, tu dois savoir quelque chose. Elle rencontre des dirigeants de Summit Industries. Ils sont intéressés par le rachat de notre division pièces automobiles. Quoi? Cette division génère 40% de notre chiffre d'affaires. Je sais, mais apparemment, ils lui ont offert une commission d'apporteur d'affaires significative, une compensation personnelle si la vente se fait. Comment sais-tu ça? Je préparais la salle de conférence pour leur réunion. Je les ai entendus parler avant qu'ils ne réalisent que j'étais là. Une fois qu'ils m'ont vu, ils se sont arrêtés. Mais j'en ai entendu assez. Une commission cachée, une compensation personnelle pour vendre des actifs de l'entreprise. C'était au-delà de la stupidité. C'était potentiellement de l'abus de biens sociaux. Merci, Justine. N'en parle à personne d'autre. J'ai appelé Lévi à nouveau. On doit l'empêcher de vendre la division automobile. Elle ne peut rien vendre sans l'approbation du conseil. Et si le conseil l'approuve? En tant qu'actionnaire majoritaire, vous pouvez opposer votre veto à toute vente, mais nous devrions la laisser présenter cela à la réunion. Laissez le conseil voir ce qu'elle essaie de faire. Ensuite, vous l'arrêtez. Impact maximum. Dimanche soir, ma femme a envoyé un dernier texto. Dernière chance. Pars ce soir ou fais face aux conséquences. Je n'ai pas répondu. Lundi matin, je me suis réveillé à 6 heures, pris une douche. J'ai mis mon meilleur costume. Celui gris anthracite qu'Henri avait complimenté une fois. Tu ressembles à un PDG là-dedans, avait-il dit. J'ai conduit jusqu'au bureau, suis arrivé à 8h30. Lévi était déjà là, attendant sur le parking avec 2 autres avocats de son cabinet. Prêt, a-t-il demandé. Absolument. Nous sommes entrés dans le bâtiment ensemble, avons passé l'accueil. La femme à la réception m'a reconnu. A eu l'air confuse. Monsieur Mercier, vous n'êtes pas censé être ici. Réunion du conseil, ai-je dit, continuant à marcher. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à la salle de conférence du 3e étage. Les membres du conseil arrivaient. 6 d'entre eux, des gens qui avaient travaillé avec Henri pendant des décennies. Ils m'ont salué de la tête, surpris de me voir, mais trop polis pour demander pourquoi. Ma femme est arrivée à 8h55, m'a vu assis à la table de conférence, s'est figée. Qu'est-ce que tu fais là? Lévi s'est levé. Madame Mercier, je suis maître Antoine Lévi, représentant Monsieur Mercier. Il a tout à fait le droit d'être à cette réunion. En fait, c'est lui qui l'a convoqué. Il ne peut pas convoquer de réunion du conseil. Il n'est même plus employé ici. En fait, en tant qu'actionnaire majoritaire, il peut convoquer des réunions quand il le souhaite. Devons-nous commencer? La salle de conférence est devenue silencieuse. Chaque membre du conseil a fixé Lévi, puis moi, puis ma femme. Son visage est devenu rouge. C'est absurde. Que quelqu'un appelle la sécurité. Madame Mercier, veuillez vous asseoir, a dit Gérard Maconnel, le membre du conseil le plus ancien, 70 ans. Le premier partenaire commercial d'Henri. Écoutons de quoi il s'agit. Il n'y a rien à entendre. Mon ex-mari est en violation de domicile. Nous ne sommes pas divorcés, ai-je dit calmement. Et je ne suis pas en violation de domicile. Lévi a ouvert sa mallette, sorti un dossier épais, distribué des copies autour de la table.
Messieurs, ce que vous regardez est la documentation de la position de propriété de Monsieur Mercier dans Delacroix Industries. Via Mercier Strategy Holding, il détient 65% de cette entreprise, ce qui fait de lui l'actionnaire majoritaire. Les membres du conseil ont commencé à lire, tournant les pages, vérifiant les signatures et les dates. Ma femme a saisi une copie, l'a scannée, a ri. C'est faux. Une sorte de fraude. Ce n'est pas faux, a dit Lévy. Chaque document a été vérifié, notarié, déposé de manière appropriée. Henri Delacroix a établi cette structure il y a 5 ans. Votre père l'a spécifiquement conçue de cette façon. Mon père ne lui donnerait jamais le contrôle. Jamais. Gérard a levé les yeux de sa copie. Ces signatures sont authentiques. Je reconnais l'écriture d'Henri et ses dépôts d'entreprise sont datés et tamponnés. Cela semble légitime. C'est impossible, a dit ma femme, la voix s'élevant. Je suis PDG. Le conseil m'a nommé. Le conseil vous a nommé PDG par intérim, ai-je dit, parce qu'ils ne savaient pas pour ma propriété. Maintenant, ils savent. Elle s'est tournée vers les membres du conseil. Vous ne pouvez pas croire sérieusement cela. Il essaie de voler l'entreprise. Personne ne vole rien, a dit Lévy. Monsieur Mercier formalise simplement sa position légale. Une position que votre père a créée et documentée extensivement. Une autre membre du conseil, une avocate d'affaires nommée Avaden, a pris la parole. J'ai examiné ces documents. Ils sont légitimes. La structure de propriété est valide. Monsieur Mercier a bien le contrôle majoritaire. Ma femme a frappé la table de ses mains. C'est un coup monté, une arnaque. Vous tombez tous dans le panneau. Madame Mercier, a dit Gérard calmement. Votre père et moi avons parlé de planification de succession à maintes reprises. Il avait des inquiétudes concernant les décisions impulsives, la protection de la culture de l'entreprise. Je ne connaissais pas les détails de ce qu'il avait arrangé, mais cela ne me surprend pas. Des inquiétudes à mon sujet? À propos de n'importe qui prenant la relève trop rapidement. Henri a construit cette entreprise sur 30 ans. Il voulait s'assurer qu'elle reste fidèle à sa vision. Ma femme a regardé autour de la table, désespérée maintenant. Et alors? Vous allez juste tout lui donner? Comme ça. Personne ne me donne rien, ai-je dit. Je le possède déjà. Depuis 5 ans. Ton père s'en est assuré. Tu l'as manipulé. Profiter d'un vieil homme. Lévy s'est raclé la gorge. Madame Mercier, ces documents ont été créés quand votre père avait 58 ans, en parfaite santé, avec toute sa capacité mentale. Plusieurs avocats ont été témoins et ont vérifié ces décisions. Il n'y a aucune base légale pour contester cela. Elle m'a fixé, Puren dans les yeux. Tu as planifié ça? Attendu qu'il meure pour pouvoir tout prendre? Je n'étais pas au courant avant la semaine dernière, ai-je dit. Ton père ne m'a jamais rien dit. J'ai trouvé les documents après que tu m'aies viré. Commode. C'est la vérité. Demande à Lévy. Demande à n'importe lequel de ses avocats. Je n'avais aucune idée jusqu'à ce que j'ouvre l'enveloppe que ton père m'a laissée. Gérard s'est penché en avant. Quelle enveloppe? J'ai sorti la lettre manuscrite d'Henri, je l'ai fait glisser sur la table. Il a laissé des instructions. M'a dit quand l'ouvrir, a expliqué pourquoi il a fait ça. Gérard a lu la lettre. Son expression s'est adoucie, il a hoché la tête lentement, l'a passée aux autres membres du conseil. Chacun l'a lu. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres semblaient soulagés. Ma femme a essayé de l'attraper. Avaden l'a tenue hors de portée. Vous devriez lire ça. C'est de votre père. Elle a arraché la lettre. L'a lu. Ses mains ont commencé à trembler. Il ne me faisait pas confiance. Sa propre fille. Il vous aimait, a dit Gérard doucement. Mais il connaissait vos forces et vos faiblesses, tout comme il connaissait toutes les nôtres. Ce n'est pas juste. Le juste n'a pas d'importance, ai-je dit. Ce qui compte, c'est le légal, et c'est complètement légal. Lévy a repris la parole. Compte tenu de ces nouvelles informations, je crois que nous devons aborder plusieurs décisions prises la semaine dernière. Monsieur Mercier a fourni une documentation sur des activités préoccupantes. Il a distribué une autre série de papiers, une liste détaillée de tout, les licenciements, les dépenses excessives, le consultant sans objectif clair,
le leasing du Range Rover et la vente proposée de la division automobile. Les membres du conseil ont lu, les expressions allant de la surprise à la colère. Vous prévoyez de vendre l'automobile, a demandé Gérard à ma femme. C'était une bonne offre. Summit Industries était prêt à payer une prime. Cette division représente 40% de notre chiffre d'affaires. Nous pourrions utiliser ce capital pour l'expansion dans d'autres domaines. Quels autres domaines, ai-je demandé. Elle m'a fusillé du regard, n'a pas répondu. Avaden a tourné une autre page. Il y a une note ici sur une compensation personnelle. Une commission d'apporteurs d'affaires. Pratique courante dans ces transactions, a dit ma femme. Combien, a demandé Gérard. Elle a hésité. 2 millions. La salle a explosé. Les membres du conseil parlaient tous en même temps. Gérard a levé la main pour le silence. Vous alliez prendre 2 millions personnellement pour vendre 40% de notre entreprise. C'est normal. Les dirigeants sont compensés pour les gros contrats. Pas quand ils possèdent l'entreprise, ai-je dit, mais tu ne la possèdes pas. Moi si, ce qui signifie que cette commission serait payée avec mon argent pour une vente que je n'ai pas approuvée. Vendant des actifs que je possède. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée. Aucune réponse n'est venue. Lévy s'est levé. Messieurs, compte tenu de ces circonstances, je propose que nous abordions la direction exécutive de cette entreprise. Monsieur Mercier, en tant qu'actionnaire majoritaire, a l'autorité de prendre des décisions concernant le personnel, y compris la révocation de l'actuel PDG. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit ma femme, la voix se brisant maintenant, la panique s'installant. Je me suis levé, les regardé droit dans les yeux. Il y a 2 semaines, tu m'as viré sans explication, m'as fait escorter par la sécurité, m'as traité comme un criminel. Tu m'as dit que j'avais des problèmes de performance, que j'étais éliminé en raison d'une restructuration. Thomas. Maintenant, c'est moi qui restructure. Avec effet immédiat, Sophie, tu es démise de tes fonctions de PDG de Delacroix Industries. Tu recevras une indemnité de 2 semaines. C'est plus que généreux compte tenu de tes problèmes de performance. Elle me fixait, sans voix. La sécurité va t'escorter dehors, ai-je continué. Merci de récupérer tes effets personnels. Ton accès à l'entreprise sera résilié dans l'heure. Tu ne peux pas être sérieux. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone de la table de conférence. Sécurité, merci de venir en salle du conseil. Thomas, attends. On peut parler de ça. Il n'y a rien à dire. C'est une décision d'affaires. Rien de personnel. Ses propres mots lui revenant en plein visage devant tout le conseil. 2 vigiles sont entrés. Les mêmes qui m'avaient escorté dehors une semaine plus tôt. Ils ont reconnu la situation immédiatement. Madame Mercier, a dit l'un d'eux doucement, veuillez nous suivre. Elle a regardé autour de la table, désespérée. Que quelqu'un dise quelque chose. C'est de la folie. Gérard a parlé doucement. Votre père a fait son choix. Nous devons le respecter. Elle a attrapé son sac à main, s'est levée, m'a regardé une dernière fois. Tu le regretteras. Non, ai-je dit. Je ne crois pas. Ils l'ont fait sortir. La porte s'est fermée. Le silence a rempli la salle de conférence. Après un moment, Gérard a souri, un sourire petit et triste. Henri savait exactement ce qu'il faisait. Oui, ai-je dit, il savait. La réunion du conseil a duré encore 2 heures. Nous avons abordé chaque décision qu'elle avait prise, annulé les licenciements des chefs de département, annulé les rénovations inutiles, résilié le contrat du consultant, rendu le Range Rover. Gérard m'a recommandé de nommer un directeur des opérations, COO, par intérim pendant que je transitionnais vers le rôle de PDG. Tu connais les opérations mieux que quiconque, mais tu auras besoin de soutien pour le côté administratif. J'ai promu Mélissa des RH au poste de COO. Elle était dans l'entreprise depuis 12 ans. Connaissait chaque département. Comprenait la philosophie d'Henri. Elle a accepté immédiatement. À midi, la transition était complète. Officielle, documentée. J'étais PDG de Delacroix Industries. J'ai emménagé dans le bureau d'Henri cet après-midi-là. La peinture abstraite que ma femme avait accrochée était déjà partie, remplacée par la photo originale d'Henri et de son premier employé. Mélissa s'en était assurée. J'ai pensé que tu voudrais récupérer ça, a-t-elle dit.
Merci. Elle a hésité à la porte. Thomas, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Savais-tu pour la propriété? Pas avant qu'elle ne me vire. Henri m'a laissé une enveloppe, m'a dit de l'ouvrir si j'avais besoin de protection. C'était un homme intelligent, le plus intelligent. Au cours de la semaine suivante, je me suis concentré sur la stabilisation de l'entreprise, j'ai rappelé les 3 chefs de département que ma femme avait virés. Tous sont revenus, reconnaissants, en colère contre la façon dont ils avaient été traités, mais prêts à aller de l'avant. J'ai rencontré chaque équipe, production, comptabilité, vente, logistique, leur ai dit la vérité. Henri m'avait laissé le contrôle majoritaire. Je prenais la relève en tant que PDG. Les choses reviendraient à ce qu'elles étaient. Les employés ont bien réagi. Le moral s'est amélioré immédiatement. Les gens ont recommencé à sourire. La tension qui avait rempli le bâtiment pendant 2 semaines s'est évanouie. Ma femme a essayé d'appeler, d'envoyer des SMS, des emails. Je n'ai pas répondu. Lévy a géré toute la communication. Elle voulait négocier. Voulait un règlement, voulait discuter de sa part de l'entreprise. Elle n'avait aucune part. Elle n'avait jamais possédé aucune partie de Delacroix Industries. Henri lui avait laissé de l'argent, des investissements, de l'immobilier, mais pas l'entreprise, jamais l'entreprise. Lévy a rencontré ses avocats. Ils ont essayé d'argumenter que le mariage lui donnait droit à la moitié de tout. Lévy leur a montré le contrat de mariage, celui qu'Henri avait exigé avant la noce. Un langage très précis sur la propriété de l'entreprise restant séparée. Ses avocats n'avaient aucun dossier. Ils le savaient. Ils lui ont conseillé d'accepter l'offre de règlement de Lévy. 50 000 €. Final, non négociable. Elle a refusé au début. Menaçait de traîner tout ça devant les tribunaux. Lévy lui a dit d'y aller. A dit à ses avocats exactement comment cela se passerait. Des dossiers publics montrant sa mauvaise gestion, sa tentative de vendre des actifs de l'entreprise pour un profit personnel, ses dépenses excessives. Elle a signé l'accord. 3 jours plus tard, les papiers du divorce sont arrivés. Je les ai signés sans lire. Je ne me souciais plus des détails. Elle pouvait avoir les meubles, l'art, tout ce qu'elle voulait du mariage. J'avais ce qui comptait. 2 semaines après la réunion du conseil, je travaillais tard, parcourant les dossiers d'Henri, comprenant comment il avait structuré différents aspects de l'entreprise. On a frappé à la porte de mon bureau. Gérard est entré. « Tu as 1 minute ?» a-t-il demandé. Bien sûr. Il s'est assis en face de mon bureau, à regarder autour de lui. Ça semble juste de te voir ici. Étrange pour moi. Je m'attends toujours à voir Henri entrer. Il serait fier de la façon dont tu as géré ça. J'ai juste fait ce qui devait être fait. Gérard a hoché la tête, silencieux un moment. Je dois te dire quelque chose sur la planification d'Henri. D'accord. Il m'a parlé de toi il y a 3 ans. A demandé mon avis sur son plan de succession. Il envisageait de te nommer président, de te former pour prendre la relève éventuellement. Qu'est-ce qui a changé? Sa fille l'a découvert. A eu une dispute massive avec lui. L'a accusé de te choisir plutôt qu'elle. A menacé de ne plus jamais lui parler s'il te promouvait au-dessus d'elle. Je me suis adossé. Il n'a jamais mentionné ça. Non, il ne l'a pas fait. Henri n'aimait pas les conflits familiaux, alors il a reculé sur la promotion, mais il n'a pas arrêté de planifier. Il l'a juste fait différemment, discrètement, légalement, d'une manière qu'elle ne pouvait pas combattre. Le partenariat silencieux. Exactement. Il m'en a parlé 6 mois avant sa mort. A dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais te soutenir. M'assurer que le conseil comprenne. Tu savais tout ce temps. Je savais qu'il te protégeait d'une manière ou d'une autre. Je ne connaissais pas les détails avant cette réunion. Mais oui, je connaissais ses intentions. Pourquoi n'as-tu rien dit quand elle est devenue PDG? Parce que les instructions d'Henri étaient claires. Laisser les événements se dérouler naturellement. Ne pas interférer à moins d'être directement menacé. Une fois qu'elle t'a viré, c'était le déclencheur. C'est là que j'ai su que tu trouverais l'enveloppe. J'ai secoué la tête. Il a pensé à tout. C'était Henri. Toujours 3 coups d'avance. Il connaissait sa fille. Connaissait ses faiblesses,
savait qu'elle irait trop loin si on lui donnait le pouvoir trop rapidement. Il comptait là-dessus. C'est froid. C'est pratique. Il l'aimait, mais il aimait cette entreprise plus. Les gens qui travaillent ici, l'héritage qu'il a construit. Il n'allait laisser personne le détruire. Pas même sa famille. Gérard s'est levé, a tendu la main. Bienvenue à bord, monsieur le PDG. Officiellement. J'ai serré sa main. Merci pour tout. Ne me remercie pas, remercie Henri. Il a tout mis en place. J'ai juste suivi son plan de jeu. Après le départ de Gérard, je suis resté seul dans le bureau. J'ai regardé la photo au mur. Henri est son premier employé, tous deux jeunes, fiers, construisant quelque chose qui durerait. Mon téléphone a vibré. Texto de Lévi. Divorce finalisé. Elle a tout signé. C'est fait. J'ai répondu, bien. Un autre texto est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert. Tu as gagné. Félicitations. J'espère que tu es heureux avec toi-même. Mon ex-femme, depuis un nouveau numéro. J'ai supprimé le message, bloqué le numéro, je suis retourné au travail. Il y avait trop à faire, trop de décisions à prendre. La division automobile avait besoin d'attention. Nous avions 3 contrats majeurs à renouveler. L'efficacité de la production devait être améliorée dans 2 départements. Mais c'était un bon travail, un travail important, le genre pour lequel Henri m'avait formé. J'ai travaillé jusqu'à minuit, puis j'ai verrouillé le bureau, marché à travers le bâtiment silencieux, passé l'atelier de production. Sombre maintenant, prêt pour l'équipe de demain. C'était à moi maintenant, ma responsabilité, mon héritage à protéger, et je n'allais pas laisser tomber Henri. 3 mois ont passé. Delacroix Industries prospérait à nouveau. Nous avions sécurisé 2 contrats majeurs. L'efficacité de la production s'était améliorée de 18%. Les scores de satisfaction des employés atteignaient le niveau le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Je me tenais dans le bureau d'Henri un vendredi après-midi. Le même bureau où il avait bâti son empire, où il m'avait tout appris sur le leadership et les affaires. Mélissa a frappé à la porte. Tu voulais les rapports trimestriels? Oui. Entre. Elle m'a tendu le dossier. Le chiffre d'affaires est en hausse de 12%. Les marges bénéficiaires se sont améliorées. Nous sommes en avance sur les prévisions dans chaque division. Bien. Et pour la section automobile? Performe mieux que jamais. Contente qu'on ne l'ait pas vendue. J'ai souri. Ouais, ça aurait été une erreur. Après le départ de Mélissa, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé l'atelier de production en bas, les ouvriers bougeant efficacement, l'équipement tournant sans accroc, tout fonctionnant exactement comme Henri l'avait envisagé. Mon téléphone a vibré. Email de Gérard. Il prenait sa retraite du conseil, recommandant son remplaçant, me remerciant d'honorer l'héritage d'Henri. J'ai répondu avec gratitude. Gérard avait été crucial pendant la transition, une main ferme quand tout aurait pu s'effondrer. Un autre email est apparu de mon avocat gérant les derniers papiers du divorce. Tout était complet. Plus aucun lien. Rupture nette. J'ai fermé mon ordinateur portable, marché vers le mur où la photo d'Henri était accrochée. La vieille photo de lui et son premier employé, tous deux jeunes et déterminés. Je tiens ma promesse, ai-je dit doucement. Je protège ce que tu as construit, je prends soin des gens, je maintiens les standards. Je pouvais presque entendre sa voix. Ce rire bourru qu'il faisait quand je disais quelque chose avec lequel il était d'accord. L'entreprise était stable, en croissance, rentable. Tout ce pourquoi Henri avait travaillé 30 ans à créer était en sécurité. Je me suis assis au bureau, j'ai sorti les documents de planification stratégique pour le prochain trimestre. Il y avait du travail à faire, toujours du travail à faire, mais c'était un travail significatif, un travail important, et j'étais exactement là où je devais être. Henri avait vu quelque chose en moi il y a 7 ans. Un potentiel de leadership, quelqu'un qui protégerait son héritage quand il ne le pourrait plus. Il avait eu raison. J'ai pris mon stylo et commencé à écrire des notes pour la réunion exécutive de lundi. L'avenir de Delacroix Industries était assuré et je ne faisais que commencer.